Bonjour à tous, je suis donc Nicolas Puylandre et avec Guillaume Achaz, nous allons vous présenter une nouvelle méthode de délimitation d'espèces qui s'appelle ASAP, pour Assemble Species by Automatic Partitioning. C'est une méthode qui fait suite à une autre méthode qu'on a publiée en 2012 et qui s'appelle ABGD. C'est un travail qu'on a publié avec Sophie Brouillet, qu'on vient de publier d'ailleurs très récemment, ça a été accepté la semaine dernière, dans Molecular Ecology Resources. Alors, un petit peu de contexte tout d'abord. Depuis, on va dire, une bonne quinzaine d'années, on assiste à un renouveau de la taxonomie, c'est-à-dire un regain d'intérêt pour cette discipline, avec principalement trois raisons parmi d'autres. Tout d'abord, l'essor des approches de DNA barcoding depuis 2003. Vous connaissez tous ces projets qui ont permis de développer des grandes bases de données, généralement monolocus, pour l'identification de spécimens. Également, pas forcément une nouvelle proposition, mais on va dire une clarification de l'approche de taxonomie intégrative qui a été formellement décrite dans deux articles publiés en 2005, par Benoît Dera et par Will et collaborateurs. Et également à une clarification de ce qu'on appelle le débat sur l'espèce, sur le concept d'espèce, notamment grâce à des articles de Kéros, qui rapidement a clarifié le débat en séparant la définition en elle-même de ce qu'on appelait auparavant des concepts d'espèces qui sont plutôt des propriétés des espèces qui peuvent être utilisées comme les critères de reconnaissance. Et ces idées ont aussi été formalisées par Samadi et Barberousse dans d'autres articles. Donc c'est grâce principalement à ces trois aspects-là qu'on a assisté à ce renouveau de la taxonomie, encore une fois parmi d'autres, hein, j'aurais pu citer les nouvelles générations de séquençage par exemple. Et donc, renouveau de la taxonomie qu'on peut mettre en évidence de plusieurs façons. On l'a fait dans un papier de 2015 avec plusieurs collègues, où on a fait une revue biblio, en fait. On a été pêcher des articles avec le mot-clé taxonomie intégrative, et on a pu montrer effectivement qu'on a de plus en plus d'articles publiés associés à ce mot-clé. Dans cet article, on regardait également aussi combien d'espèces nouvellement délimitées étaient associées à une description d'espèces. Donc, on avait montré que seulement 50% des nouvelles espèces identifiées étaient décrites. Et plus récemment, un article donc, paru cette année qui montre un petit peu la même chose. On a de plus en plus d'articles, c'est ce que vous avez ici, de plus en plus d'articles publiés dans un contexte de taxonomie intégrative, et également sur la figure du bas, de plus en plus de co-auteurs, ce que l'auteur de l'article a interprété comme un proxy de cette idée justement de taxonomie intégrative. On intègre de plus en plus de disciplines, donc on a de plus en plus de co-auteurs. Donc voilà pour ce renouveau de la taxonomie intégrative, renouveau qui s'est associé à la publication d'un grand nombre d'espèces, de méthodes de délimitation d'espèces, essentiellement basées sur l'ADN. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans cette littérature de taxonomie intégrative, on a, dans la très grande majorité des cas, en fait, une association avec une approche moléculaire. Donc souvent, taxonomie intégrative est associée à taxonomie moléculaire. Donc, la plupart des méthodes qui ont été publiées dans les 10 dernières années, essentiellement, 10-15 dernières années, sont des approches basées au moins en partie sur des séquences ADN. Et je les ai séparées en 4 catégories. Alors, il y a d'un côté les méthodes monolocus, et notamment les méthodes que je vais vous présenter juste après, et des méthodes multilocus, avec certaines de ces méthodes qui peuvent naviguer un petit peu entre les deux catégories. Et une autre distinction que je propose entre les méthodes exploratoires, c'est-à-dire des méthodes qui vont proposer des hypothèses de délimitation d'espèces uniquement en utilisant les données moléculaires, donc sans avoir d'hypothèse a priori. Et une autre catégorie de méthodes qui sont plutôt des méthodes de validation, c'est-à-dire qu'on a plusieurs hypothèses, plusieurs partitions d'hypothèses d'espèces disponibles dans la littérature ou qu'on a obtenues avec d'autres approches, et on va comparer ces différentes méthodes. On va calculer une probabilité associée à chacune de ces partitions dans le contexte d'un modèle de spéciation et de coalescence en particulier. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va plutôt être les méthodes exploratoires monolocus sur lesquelles je vais revenir. L'idée, bien évidemment, c'est que vous partez en général d'approches exploratoires monolocus, surtout quand vous travaillez sur un groupe taxonomique pour lequel vous n'avez pas d'hypothèse a priori.
Et vous allez vous diriger, pour augmenter la robustesse de vos hypothèses d'espèces, vers des méthodes multilocus et de validation, au fur et à mesure que vous allez accumuler des données et de la connaissance sur ce groupe. Alors, ces idées ont été revues par plusieurs articles, ce qui commence à dater, en 2013-2014. Ça fait maintenant quelques années qu'on n'a pas eu de review de toutes ces méthodes-là. Alors, je vous l'ai dit, on va se concentrer aujourd'hui sur les méthodes monolocus et exploratoires. Au sein de cette catégorie, on a encore deux sous-catégories, on va dire. Une première catégorie de méthodes qui sont basées sur de la reconstruction phylogénétique, c'est-à-dire que ces méthodes, en input, on leur donne un arbre phylogénétique. La plus utilisée, celle qui a été proposée en premier d'ailleurs, c'est la méthode GMYC, pour General Mixed Yule Coalescent Model, avec des raffinements qui ont été publiés par la suite, MGMYC, où cette fois-ci plusieurs seuils de délimitation d'espèces étaient proposés dans différentes parties de l'arbre phylogénétique, et BGMYC, qui est une version bayésienne de GMYC qui était lui basée sur un modèle de vraisemblance. Alors, rapidement, comment ça marche? C'est basé sur l'idée que si vous regardez, si vous balayez un arbre phylogénétique du passé vers le présent, c'est ce que vous avez sur l'axe des abscisses, vous avez un certain taux de branchement dans l'arbre, donc un taux d'apparition de nouvelles lignées. C'est ce qu'on appelle le lineage through time plot. Et ce taux d'apparition de nouvelles lignées, il est relativement faible quand on est en fait dans la partie de l'arbre qui correspond à des événements de spéciation, donc des branchements entre espèces. Et ce taux de branchement, la pente de la courbe, augmente significativement quand on arrive au sein des espèces, donc pour des événements de coalescence. Donc les auteurs de GMYC se sont basés sur cette idée, ont développé un modèle en général mixte Yule Coalescent Model, donc un modèle de spéciation et un modèle de coalescence. Et en fait, la vraisemblance de ce modèle mélangé entre Yule et coalescence, le maximum de vraisemblance correspond à la transition dans l'arbre entre les événements de spéciation et les événements de coalescence. Il suffit de reporter cet événement de transition sur un arbre ultramétrique. Oui, l'arbre qu'on donne à manger à GMYC doit être ultramétrique. Il suffit de reporter cette limite sur l'arbre pour avoir nos espèces qui correspondent donc aux branches qui sont coupées par cette limite. Une méthode qui a été très utilisée, qui marche plutôt pas mal, mais donc qui nécessite un arbre et un arbre ultramétrique. Une autre méthode, un peu dans la même lignée, qui nécessite encore une fois un arbre phylogénétique, mais cette fois-ci pas ultramétrique. La différence avec GMYC, donc cette méthode c'est PTP, pour Poisson Tree Process. La différence avec GMYC, c'est que cette fois-ci, on ne va pas regarder ce qui se passe d'un côté d'une limite, donc d'un côté spéciation et de l'autre côté coalescence, pour l'ensemble de l'arbre. On va regarder cette même différence entre spéciation et coalescence, mais cette fois-ci pour chaque nœud dans l'arbre. Donc pour chaque nœud, on regarde d'un côté est-ce que ça colle plutôt avec un modèle de spéciation et de l'autre côté est-ce que ça colle plutôt avec un modèle de coalescence. Et donc PTP travaille pour chaque nœud dans l'arbre. Donc voilà une première catégorie de méthodes de délimitation d'espèces basée sur des arbres. Une deuxième catégorie de méthodes, et je ne vais vous en présenter qu'une seule, c'est les méthodes basées uniquement sur des matrices de distance génétique. Donc cette fois-ci, on n'a plus besoin d'un arbre. Et la méthode la plus utilisée dans cette catégorie, c'est la méthode ABGD qu'on a donc proposée il y a maintenant pas mal d'années, donc en 2012. Donc le principe général de la méthode est le suivant. Vous partez d'une matrice de distance génétique. À partir de cette matrice de distance génétique, vous reconstruisez un histogramme de distance génétique. Donc vous allez avoir sur l'axe des abscisses les distances génétiques et sur l'axe des ordonnées le nombre de paires, le nombre de distances génétiques dans chaque classe de distance génétique. Donc si ça se passe bien, vous avez deux modes dans votre distribution. Un premier mode à gauche qui correspond aux distances intraspécifiques et un deuxième mode à droite qui correspond aux distances interspécifiques. Et la limite entre ces deux modes, ce qu'on appelle le barcode gap, vous pouvez l'utiliser comme un seuil de distance génétique pour délimiter vos espèces. Ce que j'ai représenté ici graphiquement sur un arbre phylogénétique. Mais encore une fois, ABGD n'a pas besoin d'arbre phylogénétique pour délimiter les espèces. Donc voilà la théorie. En pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. En général, quand on reconstruit un histogramme de distance génétique à partir de données empiriques, on note plutôt ce genre de pattern, c'est-à-dire un barcode gap qui n'est pas très net. Et nous, on voulait proposer une méthode qui permette d'automatiquement, comme son nom l'indique, reconnaître ce barcode gap de façon reproductible, c'est-à-dire qui ne dépend pas de l'utilisateur. Alors comment on a fait? L'idée est assez simple en fait. Plutôt que de faire un histogramme de distance génétique,
on range les distances génétiques de la plus petite à la plus grande, ce que vous avez sur l'axe des abscisses. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez la valeur de la distance génétique. Et donc, quand vous faites ça, vous avez d'abord une pente assez faible qui correspond au premier mode de distance génétique ici. Ensuite, vous avez une pente très forte qui correspond au barcode gap. Et ensuite, le deuxième mode de distance génétique que vous retrouvez ici avec une pente plus faible. Et donc, la petite astuce, c'est de se dire que le barcode gap, il correspond au point d'inflexion de cette courbe ici. Et donc, pour trouver le point d'inflexion d'une courbe de ce type-là, on prend la dérivée, et le maximum, la valeur maximale de la dérivée, correspond au point d'inflexion de la courbe et au barcode gap. Donc c'est une façon, encore une fois, formalisée, qui ne garantit pas d'avoir la meilleure valeur seuil possible entre les distances intra- et interspécifiques, mais qui est au moins une méthode formalisée, donc reproductible, pour déterminer, pour proposer une hypothèse de seuil entre distances intra- et interspécifiques. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, je vous passe les détails. On a été obligé de travailler avec des valeurs définies a priori par l'utilisateur, des valeurs de distance génétique définies a priori par l'utilisateur. L'astuce, c'est que ABGD va tester plusieurs valeurs a priori. Et en général, quand on a un barcode gap assez net, autour de ce barcode gap, quelle que soit la valeur de distance génétique a priori qu'on utilise, on capture la même valeur pour ce barcode gap. Je n'ai pas le temps d'expliquer les détails, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Donc, les trois méthodes en fait, que je vous ai présentées, GMYC, PTP, ABGD, sont les trois méthodes de délimitation d'espèces monolocus exploratoires les plus utilisées dans la littérature. Donc, ça témoigne d'abord du besoin d'avoir ces méthodes-là quand on travaille avec ce type de données pour délimiter les espèces. Donc, elles ont beaucoup été utilisées depuis qu'elles ont été publiées. Et surtout, on a trois méthodes qui sont beaucoup utilisées, qui correspondent en fait à une pratique qui devient plus en plus courante, c'est que quand on a un jeu de données de ce type-là, on va l'analyser avec plusieurs méthodes, et en général GMYC, ABGD, PTP, qui chacune a ses avantages et ses inconvénients, qui chacune va plus ou moins bien marcher selon le type de données que l'on a. Donc c'est pour ça que les gens utilisent souvent ces trois méthodes en combinaison. Alors pourquoi est-ce que ABGD en particulier a bien marché? Ça va me permettre de faire la transition avec la méthode ASAP. Les avantages de la méthode ABGD, c'est qu'elle est relativement simple. Je viens de vous l'expliquer en quelques minutes. Alors, c'est pas si simple que ça, je vous l'ai déjà dit. Dans les détails, il y a quelques subtilités qui ont parfois été mal comprises par les utilisateurs. On a eu beaucoup de retours par email. C'est une méthode qui est facile à utiliser, en particulier parce que Sophie Brouillet avait développé une interface web qui permet d'utiliser cette méthode de jouer seulement avec quelques paramètres, d'uploader son jeu de données sur le web et d'avoir les résultats en quelques secondes. Et puis c'est une méthode qui marche finalement pas si mal que ça. Dans les articles, les nombreux articles qui l'ont utilisé et qui ont confirmé les hypothèses, enfin en tout cas qui ont testé les hypothèses ABGD avec une approche intégrative, souvent ils étaient plutôt satisfaits avec des hypothèses d'espèces proposées par ABGD qui ont souvent été confirmées par ces approches intégratives et confirmées aussi par les autres méthodes. Alors si on devait lister aussi les inconvénients de cette méthode, je vous l'ai dit très rapidement, je n'ai pas le temps de le détailler, c'est que l'utilisateur doit définir des valeurs a priori, des valeurs de distance génétique a priori. Ça c'est un peu arbitraire et souvent les utilisateurs étaient un petit peu perdus là-dessus. Et le deuxième problème, c'est que pour chaque valeur de distance génétique a priori définie par l'utilisateur, ABGD propose une partition d'espèces. Donc on pouvait se retrouver avec n partitions d'espèces à la fin de l'analyse, selon le nombre de valeurs prior qu'on avait utilisées au début. Et ces différentes partitions n'étaient pas évaluées. On ne les classait pas, il n'y avait pas une probabilité associée. Et souvent, l'utilisateur était un petit peu perdu. Quelle est la bonne partition, entre guillemets? Quelles sont les partitions qu'on peut ignorer, celles qu'on doit discuter? Donc on a eu aussi beaucoup de retours là-dessus de la part des utilisateurs. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a proposé ASAP, avec l'idée effectivement de corriger, entre guillemets, ces deux biais. Donc ne pas proposer de valeur a priori de distance génétique et proposer un classement avec une probabilité associée pour les différentes partitions. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Guillaume, qui va vous en dire un petit peu plus sur la méthode ASAP. Je prends la suite de Nicolas. Je vais vous présenter la méthode ASAP, le logiciel et l'algorithme qui est derrière.
D'abord de façon un peu générale, et puis ensuite on essaiera de rentrer un peu dans le détail de certaines étapes qui ont été les étapes clés du développement de cette méthode. La première chose qu'il faut dire, c'est que ASAP, c'est une méthode de clustering hiérarchique. C'est-à-dire que on va partir de toutes les séquences qu'on met dans des groupes différents, et puis on va les regrouper petit à petit jusqu'à ce qu'on ait un seul groupe qui contienne toutes les séquences. Alors en pratique, comment ça se passe? Ici, je vous ai fait un petit exemple avec 5 séquences alignées. Donc cette méthode fait l'hypothèse que l'utilisateur donne un alignement de séquences. Okay, la façon dont la séquence a été alignée ne nous regarde pas. Et à partir de ces séquences alignées, comme on fait classiquement en phylogénie, on peut calculer une matrice de distance. En général, on compare toutes les séquences 2 à 2. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Ensuite, une fois qu'on a calculé les distances entre toutes les séquences, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger ces distances. Celle qui a la distance la plus petite a le rang 1, et on les range dans l'ordre croissant. Alors ici, vous avez une représentation graphique de ces distances rangées en ordre croissant. Et vous voyez que finalement, plus le rang augmente, plus la distance augmente, et cette distribution des distances, ici, a une certaine forme qui est liée à mon exemple. Donc ce que va faire ASAP, c'est qu'il va scanner ces distances rangées, et à chaque fois qu'il va pouvoir fabriquer un nouveau groupe, il va regrouper des séquences dans un même paquet. Et puis, il va faire ça de façon itérative, c'est ce que je disais, jusqu'à ce que toutes les séquences se retrouvent dans un même paquet. Alors, par exemple, ici, il scanne les premières distances qui sont à 0, et puis, dès qu'il rencontre la séquence C et E, qui ont une certaine distance, toc, il va les grouper et il va les mettre ensemble dans le paquet noir, ici, qu'on va appeler le paquet CE. Ensuite, il regarde les distances qui vont un petit peu plus loin, et là, il s'aperçoit que la distance A, la séquence A et D doivent aller ensemble par la suite. Un petit peu plus tard, soit la séquence A et B est atteinte, soit la distance AD, et donc on va faire un paquet avec ABD. Et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine distance, relativement loin, a priori, où on va regrouper. Il suffit qu'une des séquences ABD atteigne cette distance avec la séquence CE, une séquence du premier groupe avec une séquence du deuxième, et puis on va regrouper ABDE, ABDCE ensemble. Donc dans le fond, ce que fait ASAP, c'est qu'il va faire toutes les partitions qui sont emboîtées les unes dans les autres, de la plus fine, où toutes les séquences sont des partitions différentes, à la plus globale, où toutes les séquences appartiennent au même groupe. Alors, vous voyez que pour faire ça, en fait, il suffit de parcourir la liste des distances rangées. Et des distances rangées, il y en a de l'ordre de n carré séquences, puisqu'il y a de l'ordre de n carré distance entre deux séquences. Donc, en fait, cet algorithme, il est, on dit, en complexité O n carré, c'est-à-dire si on double le nombre de séquences, eh bien, on multiplie par 4 le temps de calcul. Mais en fait, il s'avère que cette complexité quadratique n'est pas ce qui nous coûte du temps de calcul. Ce qui nous coûte du temps de calcul dans ASAP, c'est au fur et à mesure qu'on fait le clustering hiérarchique, donc on construit ces nœuds-là, c'est le noir, le vert, le bleu ou le rouge, eh bien, on va évaluer le groupement qu'on revient de faire. Alors, on va l'évaluer de deux façons différentes, et c'est ça qui va nous coûter le temps de calcul. Alors, on va utiliser un nouveau système de score qui nous permet de ranger tous les groupements qu'on a fait, donc qu'on appelle des partitions. Donc, vous voyez, en fait, ici, j'ai redessiné un petit peu différemment les séquences. Donc, on a les séquences A, D, B, C, E, donc A, B, C, D, E, qui sont toutes dans des boîtes séparées au début de l'algorithme. Au fur et à mesure qu'on regarde les distances, dans le fond, on va trouver d'abord la distance CE, qui est la plus petite, et qui nous permet de regrouper C et E dans un même paquet qui correspond à ce nom-là. Et vous voyez qu'à ce stade-là, finalement, on a une partition
de toutes les séquences dans lesquelles C et E sont ensemble et les séquences A, B, D sont séparées. Si je remonte un petit peu plus haut, je vais tomber sur ce nœud-là. Et là, je vais encore avoir une nouvelle partition où A et D sont ensemble, C et E sont ensemble, mais B est tout seul, et etc. jusqu'à la partition rouge qui contient tout le monde. À chaque fois qu'on instancie une nouvelle partition, donc on refait un nouveau groupement, on essaye d'évaluer la pertinence de ce regroupement. Est-ce que ce qu'on vient de faire, c'est regrouper deux paquets de séquences qui appartiennent à la même espèce, ou est-ce qu'on vient de regrouper deux paquets de séquences qui clairement n'appartiennent pas à la même espèce, hein? Par exemple, ici, quand on va passer du vert au bleu, est-ce que vert était une espèce, B était une espèce et C et E était une espèce, ou bien est-ce que c'est plutôt ABD qui est une espèce et C et E une autre? D'accord? Donc, à quel endroit est-ce qu'on vient de regrouper, est-ce qu'on vient de créer des nouveaux groupes qui ne devraient pas être regroupés parce que ce sont des espèces différentes? Alors, la question, elle est posée sous forme en probabilité, comme est-ce que finalement la diversité à l'intérieur des groupes est suffisamment petite? Alors, je vais passer à la diapo d'après pour essayer d'expliquer l'intention. L'intention, c'est la suivante. Admettons qu'on a, à une certaine partition, 4 paquets. Ici, un bleu, un orange et 2 séquences toutes seules. À la partition d'après, ce qu'on nous propose, en regardant la liste des distances, c'est de regrouper le paquet bleu et le paquet orange en une seule espèce. Okay. Une façon classique de se poser la question, c'est de se dire, bon, est-ce que finalement bleu et orange appartiennent à la même espèce? Une façon très intuitive de poser la question, c'est de dire, étant donné la diversité génétique que j'ai à l'intérieur des bleus, que j'appelle pi intra, et la diversité génétique que j'ai à l'intérieur des oranges, que j'appelle pi intra aussi, c'est la diversité intraspécifique, est-ce que ma divergence entre les espèces est trop grande? Par exemple, tous les bleus se ressemblent beaucoup, tous les oranges se ressemblent beaucoup entre eux, mais par contre, les bleus et les oranges, ils ne se ressemblent pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on pourrait poser le problème de façon le plus intuitif. Quand je vais regrouper les bleus et les oranges dans la même séquence, dans la même groupe, est-ce que je ne suis pas en train de regrouper deux espèces? La question est donc finalement, est-ce que la divergence entre les espèces, et la divergence entre les séquences bleues et oranges est trop grande au regard de la divergence à l'intérieur des bleus et à l'intérieur des oranges? Et ça posait pas mal de problèmes. Donc, ce qui a fait le truc, c'est de se poser le problème dans le sens inverse. C'est-à-dire, étant donné la divergence entre les bleus et les oranges, est-ce que finalement, la diversité qui est à l'intérieur des bleus et la diversité qui est à l'intérieur des oranges n'est pas trop petite? Alors ça, sur un plan statistique, ça pose pas mal d'avantages, dont l'avantage principal, c'est que ça enlève tous les problèmes où la diversité intraspécifique est très petite. En fait, elle est si petite qu'elle pourrait être égale à 0. Par exemple, si toutes les séquences bleues sont identiques et toutes les séquences oranges sont identiques, on a un petit peu de mal à savoir ce qu'on attend comme différence entre les bleus et les oranges dans un modèle où il n'y aurait qu'une seule espèce. Mais par contre, poser la question à l'envers, là, ça résout le problème. Parce que la distance entre les bleus et les oranges est toujours plus grande. Donc, étant donné cette distance plus grande, est-ce que celle qui est intra est trop petite? Donc, c'est la même chose, mais posée à l'envers. Voilà. Alors, en pratique, on se demande si la probabilité intraspécifique, c'est la probabilité de la diversité intraspécifique, est inférieure ou égale à celle qu'on observe, étant donné la diversité entre les groupes observés, le nombre de comparaisons intergroupes et le nombre de séquences entre les groupes. On va calculer les probabilités, en fait, dans un modèle à une seule espèce, donc qui vient de la génétique des populations, de la théorie de la connaissance, pour être précis. Et malheureusement, on ne sait pas calculer exactement cette probabilité, donc on fait des simulations Monte-Carlo, qui s'avèrent être finalement le point le plus coûteux de l'algorithme. Alors, coûteux, vous allez voir quand même que ça reste relativement rapide. Donc ça, c'est une première chose. À chaque fois qu'on fait un regroupement, on calcule par une probabilité que ce regroupement, on vient de regrouper des séquences de la même espèce. Plus la probabilité est petite, plus en fait on a dû grouper des séquences qui n'appartenaient pas à la même espèce. D'accord? Donc on va ranger toutes les partitions de la plus petite probabilité à la plus haute
La plus petite étant celle où c'est le regroupement qu'on n'aurait pas dû faire parce qu'ils appartenaient à des espèces différentes, jusqu'à la plus haute, ceux qui ont des très fortes probabilités, c'était normal de les regrouper parce qu'ils appartenaient à la même espèce. Une deuxième métrique qu'on a utilisée, c'est de se demander si la partition, elle correspond justement à un trou dans la distribution des distances qu'on appelle le barcode gap. Alors, quand on a un trou dans la distribution des distances, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des augmentations rapides de la distance en fonction du rang. Parce que quand on a un trou, ça veut dire qu'il y a peu de valeur. Ça veut dire que sur quelques rangs, la distance va augmenter beaucoup. Et donc, graphiquement, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir la pente de cette fonction, la distance en fonction de rang, qui va devenir très positive. Et puis là, elle ralentit, puis là, elle devient très positive. Donc, ce qu'on a envie de dire ici, par exemple, c'est que la partition qui est dans le trou, dans le barcode gap, c'est probablement la verte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle partition, on va aussi calculer la pente de la pente de la fonction en ce point, qui correspond finalement à la pente, vous savez, c'est la dérivée de la fonction. Et plus cette pente est importante, plus le trou est grand. Donc ce qu'on va faire, c'est facile qu'on va ranger les partitions par ordre décroissant, avec les pentes les plus grandes en première, et puis les partitions qui ont les pentes les plus petites en dernier. Celles qui ont les plus grandes pentes, c'est celles qui sont dans les trous les plus grands. Et le score ASAP, ça va être simplement la moyenne des deux rangs. La moyenne du rang fait sur les probabilités et la moyenne du rang fait sur les distances. Donc le score ASAP, c'est quoi? C'est finalement des probabilités de regrouper des séquences d'espèces différentes dans un même nœud. Et ça, on le voit donc par le modèle si avec une seule espèce et par le fait qu'en fait, on est dans un trou, dans un barcode gap. Le score ASAP, plus il est petit, meilleure est votre partition. Donc ASAP, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire toutes les partitions possibles, il va toutes les évaluer en fonction de ses probabilités et de ses pentes, là, et puis il va vous renvoyer par défaut les 10 meilleures partitions. Alors à quoi ça ressemble la sortie? Ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un exemple fait avec des séquences de Lofio-Thoma, il y a 276 séquences. Alors juste pour vous dire, 276 séquences, ça pourrait paraître beaucoup. Sur le site web, vous mettez votre alignement de 276 séquences. Une seconde plus tard, vous avez la réponse. La réponse, c'est quoi? C'est les 10 meilleures partitions qui sont rangées ici par score ASAP. Vous voyez, ici, il y a première partition, elle contient 9 espèces. Elle a un score de 1. 1, on ne peut pas faire mieux, puisque en fait, elle a la plus petite proba, cette partition, d'accord, et elle a la fenêtre la plus grande. Elle a été faite pour une distance de 4% environ. Donc, si vous séparez toutes vos séquences avec celles qui ont moins de 4% d'un côté et celles qui ont plus de 4% d'un côté, non seulement vous tombez dans le trou, le trou qui est ici, regardez. Donc, quand on sélectionne une partition, hop, ça nous affiche où c'est finalement dans la distribution. Alors là, vous avez vu, c'est la distribution telle qu'on a l'habitude, et ça, c'est la distribution que je vous ai présentée. Donc, c'est les valeurs de distance avec leur rang. Vous voyez qu'effectivement, le trou ici vous correspond à un bon dans la distribution cumulée. La deuxième partition, elle a un score de 2,5, ce qui n'est pas si mal, et elle a 10 espèces. Puis la troisième, elle a un score de 3 et elle a 9 espèces. 9 espèces qui est la même chose que la première. Alors pourquoi c'est la même chose que la première? Ça, va falloir aller regarder un petit peu ce qu'on a ici. Alors vous voyez, ici, on a une autre représentation. On a le score ASAP en fonction de la distance à laquelle on a fait les paquets. On a mis en bleu ici la zone 1,5%. Alors pourquoi on a mis en bleu la zone 1,5%? C'est parce que typiquement, les espèces, elles ont jusqu'à l'ordre du pourcent de divergence au sein de leurs espèces. Donc tout ce qui tombe dans la zone bleue, c'est-à-dire quelque part entre 1 et 5%, c'est que vous avez fait des paquets en coupant entre 1 et 5%. Donc ça, a priori, biologiquement, ça paraît être un bon choix. Et là, vous avez vu, vous avez la meilleure partition, donc celle qui a une score de 1, et puis là, les deux autres qui semblent ici. Alors, on peut regarder les partitions dans le clustering hiérarchique, dans le regroupement qu'on a fait. Alors, vous voyez, évidemment, quand on a 276 séquences en feuille, le dessin, il est tout de suite un petit peu plus touffu. Ce qu'on fait ici, c'est que vous avez une représentation vraiment du clustering hiérarchique tel qu'on l'a fait, hein, donc les séquences en bas, toutes les feuilles séparées, toutes les séquences séparées, et le nœud tout en haut, c'est le regroupement final de mon petit dessin.
sur chacun des nœuds, on a colorié les nœuds en fonction de leur probabilité. Alors, vous voyez que tous les nœuds ici sont jaunes, sauf certains qui sont gris. Alors, les nœuds gris, c'est les nœuds qui correspondent… Alors ici, on voit mieux. Vous voyez, ici, j'ai zoomé la partie qui est ici. Là. Les nœuds gris, c'est des nœuds qui correspondent à des nœuds qui donnent directement sur des feuilles. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de distance intra. Il n'y a pas de distance intra, donc on ne peut pas tester si la distance intra est trop petite, puisqu'en fait, en intra, il y a une séquence à chaque fois. Donc, il n'y a pas de divergence à l'intérieur de l'espèce, puisqu'il y a chaque groupe contient qu'une séquence. Donc, ce ne sont pas calculables, ces probabilités, donc on les met en gris. Toutes celles qu'on peut évaluer, on les met en couleur. Et celles qui nous intéressent, c'est les rouges, et encore en plus, éventuellement les noirs. Donc, les rouges, c'est celles qui sont inférieures à 5%, et les noirs, c'est celles qui sont inférieures à 1%. Alors, il y a deux partitions qui collent bien. C'est celle que je vous ai représentée ici, qui est la partition qui contient 9 espèces. Donc, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai bien compté, 2, 4, 6, 8, 9. Ou bien, il y a une autre partition qui pourrait coller, c'est celle qui est au-dessus de ce nœud-là. Mais ce que fait ASAP, c'est qu'une fois qu'il fait une partition, il va regarder tous les nœuds qui sont en dessous, et s'il y a des nœuds qui sont rouges ou noirs, toc, il va les couper en deux. Ce qui fait que même si la partition originale elle était un petit peu plus haute, il va regarder dans chacun des groupes qu'il a fait, s'il y a des nœuds rouges ou bleus, des nœuds significatifs, il va recouper les partitions. Ça stabilise en fait le nombre d'espèces autour d'une bonne valeur. Voilà, alors, ça c'est la représentation du clustering hiérarchique, et puis là vous avez le zoom. Alors, où est-ce qu'on peut lire un petit peu plus à propos d'ASAP? Alors, on peut lire à propos d'ASAP dans un manuscrit qui a été accepté là, il y a pas très longtemps, dont Nicolas et Sophie sont co-premiers auteurs. Et c'est l'article, il est une presse dans MOL École RES. Bien sûr, si vous voulez une preview de cet article, je vous l'envoie. Par ailleurs, on peut aller utiliser le logiciel sur la plateforme web qui est donnée à cette adresse. Donc, c'est sur le site de l'atelier de bioinformatique au Muséum et c'est le logiciel ASAP. Alors, comment ça se passe? Bon, c'est assez simple. C'est construit en une page d'accueil dans lequel on nous demande de choisir un fichier qui est un alignement de séquences. Éventuellement, on peut donner une matrice de distance. Et puis, on va choisir une méthode pour construire les distances entre toutes les séquences et on va appuyer sur Go. Dès que j'appuie sur Go, ici j'ai un tout petit exemple, c'est un exemple qui nous a servi un peu plus tard aussi, de 64 séquences. Bon là, le site web dit 0 secondes. En 0 secondes, on a notre résultat. Alors, on a un petit header qui nous dit combien on a de séquences, quelle était la probabilité de récursion. On a les 10 premières partitions, dont je vous ai déjà parlé. À chaque fois qu'on en sélectionne une, on voit où on est dans la distribution du barcode gap. On voit où on est ici dans la distribution cumulée des distances. Ça nous renvoie également où on est finalement dans nos scores ASAP. Ici, on a sélectionné ce score-là, qui a un score de 3. Le score de 1, c'était celui qui était au-dessus. Et puis, ça nous montre dans l'arbre où est-ce qu'on va couper. Donc, vous voyez ici, c'est un 1, 2, 3, 4, 5. C'est une partition à 5 séquences. Et ici, il est pas descendu, ou il est descendu dans le point rouge. Il devrait descendre et recouper. Donc, ça nous donne ça. Et puis, quelque chose qui avait paru intéressant à Nicolas, sur lequel il a insisté, c'est qu'on pouvait visualiser les partitions d'une autre façon, avec des boîtes. Et je pense que c'était une assez bonne idée. Donc, la deuxième visualisation qui est proposée, si vous cliquez sur le bouton boîte, c'est celle-là. C'est une représentation des 10 meilleures partitions, mais emboîtées, puisque toutes les partitions sont emboîtées. Donc, la meilleure partition qu'on avait proposée, c'était celle-là. Mais vous voyez qu'il y a des partitions qui sont correctes, qui sont supérieures et qui sont un petit peu moins fines, où on couperait un peu plus haut. La partition 2, c'est quand on coupe ici. La partition 3, c'est quand on coupe là. La partition 4 et 5, c'est quand on coupe ici. Et puis des partitions qui sont avec moins de séquences, où on va couper un petit peu plus bas. Donc là, il vous propose les 10 meilleures partitions. Et en haut, bien sûr, il vous donne le score ASAP, quelle est la meilleure partition, dans quel ordre il faudrait les regarder. Voilà. Donc, en naviguant finalement entre ces différents outils, en faisant des choix, on va pouvoir procurer de l'aide à la délimitation d'espèces en quelques secondes. Une fois que vous avez votre alignement de séquence,
vous avez une partition. Alors, ça va très vite, hein, on peut accepter jusqu'à 10 000 séquences alignées en entrée. Alors, il y a un autre aspect dont je voulais vous parler, c'est qu'on se posait des questions sur la puissance et la pertinence de notre logiciel. Donc, de façon classique, on a mis à l'épreuve la puissance de notre logiciel par deux approches complémentaires. Une première approche qui utilise des simulations Monte-Carlo, donc des scénarios qui sont contrôlés, dans lesquels on connaît le nombre d'espèces, on connaît la divergence entre les espèces, on connaît tous les paramètres et on veut savoir si le logiciel est capable de retrouver la vérité, puisque la vérité, c'est ce qu'on aurait simulé. Et puis, de façon complémentaire, on a utilisé aussi 10 jeux de données empiriques de taille variable, dont Nico vous parlera juste après moi. Et puis, tant qu'à faire, quitte à regarder les performances de ASAP, on s'est aussi proposé de regarder en parallèle les performances de ABGD, de PTP et de GMYC. Donc ici, je vais vous présenter juste quelques plots pour vous montrer en gros qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis, si vous voulez des détails, vous pouvez toujours retourner à l'article. Alors, la simulation, les scénarios contrôlés, elles sont faits en Monte-Carlo dans un schéma de simulation qu'on appelle le Multispecies Coalescence. Donc, c'est de la génétique de population standard neutre, d'accord, donc que de la dérive génétique et des mutations, non pas seulement dans une espèce, mais dans plusieurs espèces. Alors, comment se passe un réplicat de simulation? Ça se passe comme suit. On tire au hasard un arbre d'espèces. Alors ça, c'est une petite différence avec le Multispecies Coalescence standard où l'arbre des espèces est fixé. Nous, l'arbre des espèces, c'est une variable aléatoire, une réalisation aléatoire. Donc, on tire aléatoirement un arbre d'espèces. Ensuite, on attribue des séquences à l'intérieur de ces espèces. Donc ici, j'ai les espèces A, B, C, D, E. Je répartis aléatoirement des séquences. Ici, j'en ai 2 dans A, 1 dans B, 3 dans C, 3 dans D, et puis 4 dans E. Je tire les séquences de sorte que chaque espèce a au moins une séquence. Et puis ensuite, je vais suivre la généalogie de ces séquences à l'intérieur des espèces, ici. Donc, il y a un arbre de coalescent multispecies, d'où le nom de multispecies coalescent. Une fois que j'ai mon arbre de séquences, hein, alors il y a une contrainte, c'est que des séquences qui appartiennent à deux espèces différentes ne peuvent pas coalescer, elles ne peuvent pas avoir un ancêtre commun, hein, puisqu'elles appartiennent à des poules génétiques différentes. Mais par contre, si je remonte suffisamment le temps en arrière, des séquences de l'espèce D et E, elles peuvent avoir un ancêtre commun dans l'espèce ancêtre de l'espèce D. Donc, une fois que j'ai mon arbre de séquences, je jette des mutations sur un modèle neutre poissonien. Et puis, une fois que j'ai mes mutations, je peux générer éventuellement des séquences aux feuilles qui appartiennent aux différentes espèces. Ensuite, ces séquences, je les fais passer dans ASAP et je me pose des questions. ASAP, dis-moi combien j'ai d'espèces et combien de séquences dans chacune des espèces. Donc, vous voyez que ici, je connais la réalité. J'ai 2 séquences dans A, une dans B, etc. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est si ASAP est capable de retrouver quelle séquence appartient à quelle espèce. Alors, je ne vais pas le faire qu'une seule fois, je vais le faire plein de fois. Et puis, on va s'intéresser à, en général, combien de fois il réussit à retrouver le bon nombre d'espèces. Et voir, on a été un petit peu plus gourmand que ça, on ne voulait pas seulement qu'il retrouve le bon nombre d'espèces, on voulait qu'il classifie les bonnes séquences dans les bonnes espèces. Donc ici, vous avez la fraction de succès parfait. Succès parfait, ça veut dire, ce réplica, il a trouvé les bonnes séquences dans les bonnes espèces. Il a pu attribuer, il a fait des paquets d'espèces, et en plus, il a mis les bonnes séquences dedans. Alors, on a simulé 2 modèles de spéciation. Un modèle en radiation. Donc, un modèle en radiation, c'est quoi? C'est une caricature de la réalité, c'est-à-dire qu'on attend un temps exponentiel, et dans ce temps exponentiel, toutes les espèces sont formées d'un seul coup. C'est une radiation, ça rappelle par exemple la radiation des mammifères. Ou bien, un deuxième modèle de spéciation possible, c'est que les espèces, elles se créent uniquement par bifurcation. Il y a plusieurs modèles possibles. Celui qu'on a choisi, c'est un modèle de Joule. Alors, le modèle de Joule, c'est que le temps d'attente pour fabriquer une nouvelle espèce est exponentiellement distribué selon les branches. Donc, vous prenez une branche, vous attendez un temps exponentiel, et toc, vous faites 2 espèces. Chacune de ces espèces devient indépendante. Il faut attendre un temps à nouveau exponentiel pour que chacune des branches
face à Bifurcamus. Alors ici, vous avez la fraction de succès parfait en fonction du taux de spéciation. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire varier le taux de spéciation? Alors, ce qui se passe, c'est quand le taux de spéciation est très lent et très faible, les spéciations sont très anciennes. Donc, c'est des problèmes qui sont assez faciles parce que les séquences à l'intérieur de la même espèce, elles sont très semblables par rapport si vous faites une comparaison de séquences entre espèces. Okay. Donc, quand le taux de spéciation est très faible, c'est un problème très facile. Les séquences au sein des espèces, elles se ressemblent beaucoup. Les séquences entre les espèces, elles ne se ressemblent pas du tout. Voilà. Hein. Ça, c'est l'idée que vous voyez ici. Les temps ici de spéciation, par exemple, entre DE sont très anciens. Donc, en fait, toutes les séquences de D ont des ancêtres communs dans D. Toutes les séquences en E ont des centres communs en E. Donc, c'est très facile de trouver qui appartient à qui. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de faire tourner le bouton du taux de spéciation. Et quand on va s'approcher dans les hauts taux de spéciation, donc ça veut dire que les spéciations sont très rapides, eh bien, ça devient un problème difficile. Ça devient un problème difficile parce que les espèces sont très récentes. Elles sont tellement récentes qu'en fait, il n'y a plus d'impact de la structure des espèces sur la divergence. C'est-à-dire que les séquences appartiennent à la même espèce ou à des espèces différentes, elles sont dissemblables ou semblables de la même façon. Donc, à la limite, quand on arrive à 1, ici dans notre schéma, ça veut dire qu'en fait, les espèces, elles sont quasiment formées instantanément. Donc, toutes ces séquences, elles ne sont pas contraintes par l'arbre des espèces. Ça devient un problème très difficile, puisque vous ne pouvez plus vous accrocher à la génétique pour fabriquer des espèces. Les séquences appartenant à la même espèce ou appartenant à des espèces différentes n'ont pas plus de divergence l'une que l'autre. OK ? Donc, on voit que le taux de succès, il s'écroule. Hein, il commence, disons, à 1%. Quand il y a 4 séquences, c'est pas si mal. On arrive à peu près dans 90% des cas dans un modèle. Dans l'autre modèle, le modèle de Yule, c'est un petit peu plus difficile. On essaiera d'y revenir après. Pourquoi? Alors, vous voyez qu'il y a aussi des lignes de plaine. Quand on prend les lignes plaines, ici, c'est parce qu'on ne prend que le premier score de HAZAP. Les scores en pointillés, c'est que je choisis le meilleur parmi le premier et le deuxième. Donc, dans l'idée qu'un biologiste qui fait de la taxonomie intégrative, il ne va pas regarder que la première partition. Il va regarder les quelques premières et il va choisir sur d'autres critères. Par exemple, est-ce que c'est la bonne zone de divergence entre espèces? Est-ce que les morphotypes, ils ont l'air vraiment différents? Il va avoir plusieurs indices qui vont le pousser à choisir une des partitions. Donc là, c'est beaucoup plus aveugle. Soit on prend la première, soit on prend la meilleure parmi les deux premières. Alors évidemment, si on prend la meilleure parmi les deux premières, c'est un peu mieux. Et puis, on se demandait aussi quelle était l'erreur qu'il faisait quand il devenait mauvais. Alors là, c'est assez clair. Ce qu'il fait, regardez, c'est ici, j'ai l'axe des Y, j'ai le nombre de groupes qu'il va préférer en fonction du taux de spéciation. Donc, quand il est à 4, ça veut dire qu'en fait, il est parfait. Il y avait 4 espèces, il trouve 4. Et puis, quand il commence à se tromper, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tendance à faire plus d'espèces. D'accord? Quand il ne sait plus, dans un modèle de radiation, en tout cas, de façon non équivoque, ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est quand les espèces ne contraignent pas la généalogie des séquences, que les séquences à l'intérieur ou à l'extérieur des espèces ne sont plus différentes, il va avoir tendance à surcouper. Il va faire trop d'espèces, en fait. A contrario, dans un modèle de Yule, on a un comportement un tout petit peu différent. Quand le taux de spéciation devient un peu trop grand, il va avoir tendance à rassembler des espèces ensemble. Et puis, quand il devient vraiment trop fort, là, on retombe sur le même problème que la radiation. Alors, c'est ça qui nous a poussé à nous demander, oui, mais ça, c'est intéressant, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre mesure qui pourrait être intéressante? C'est de savoir comment le problème devient difficile en fonction du nombre d'espèces. Donc, on a choisi de se placer à un taux de spéciation constant, à peu près 1%, et de se poser la question de savoir, OK, là, j'avais 4 espèces à 1%, j'y arrive, disons, à 90% ici, mais si en fait, je n'ai pas 4 espèces, mais j'en ai 10 ou bien 50, est-ce que je suis aussi bon? Alors, la réponse, c'est ça dépend du modèle de spéciation que vous avez. Sur une radiation, quand vous êtes à 0,01, donc c'est un problème moyennement difficile, vous avez beau augmenter le nombre d'espèces, finalement, HAZAP se comporte toujours assez bien. C'est-à-dire que le nombre d'espèces prédites
voyez, elle est alignée avec le nombre d'espèces théoriques. Donc, excusez-moi, en X, c'est le nombre d'espèces qu'on a dans la simulation. En Y, c'est le nombre d'espèces prédit. En pointillé ici, ben, c'est le X égale Y. Et vous voyez qu'ici, dans un modèle de radiation, on a beau monter jusqu'à 60 espèces, ben, finalement, ASAP, il revoit à peu près 60 espèces. Bien sûr, il fait une petite erreur, hein, mais en moyenne, il est sur 60, donc il est très bien. Par contre, dans le modèle de Joule, il se passe quelque chose de différent. Plus on augmente le nombre d'espèces, plus il se trompe. Et il se trompe comment? Il a tendance à regrouper dans la même espèce des séquences qui appartiennent à des espèces différentes. Alors, ce qui se passe avec le modèle de Joule, c'est un petit peu différent. C'est que plus on a d'espèces, plus l'espèce la plus récente est très récente. D'accord? Donc, si j'atteins 60 espèces, il est extrêmement probable que j'ai quelques spéciations qui datent d'avant-hier. Et donc, ces spéciations qui datent d'avant-hier, c'est très difficile de les voir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus mon nombre d'espèces va augmenter, plus je vais avoir de spéciations récentes, et c'est des spéciations que je ne vais pas voir, parce qu'en fait, elles sont trop récentes, et génétiquement, les espèces, elles ne sont pas encore divergées. Donc, on va retrouver exactement le même problème que tout à l'heure, sous le forme de quand j'ai des espèces trop récentes, en fait, je ne peux pas les voir. Mais là, ce qui change, ce n'est pas le taux de spéciation, c'est le nombre d'espèces qui augmente. Mais en ayant plus d'espèces, je me retrouve toujours avec des espèces très récentes. Voilà, et donc le problème devient plus difficile, donc il se trompe plus et il a tendance à mettre ensemble. Alors, quid des autres méthodes? Alors ici, vous avez un comparatif rapide des 4 méthodes qu'on a choisi d'évaluer. Donc ici, vous avez ASAP, donc je viens de détailler. Hein, devant le modèle de Joule, il est un petit peu moins bon quand on a beaucoup d'espèces. Bon, ceci dit, ce n'est pas la catastrophe non plus. Hein. Et en modèle de radiation, il est parfait. Donc la réalité, c'est évidemment pas une radiation et pas un modèle de Joule. C'est probablement quelque part entre les deux. Voilà. Alors ABGD, qui était notre ancienne méthode, ce qu'on avait fait pour ABGD, comme Nico vous l'a dit, c'est qu'en fait, ABGD propose plein de partitions et elles ne sont pas rangées. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la meilleure de toutes les propositions. Donc on a un petit peu aidé quelque part. Hein, alors que ASAP, on a juste pris la meilleure. Quoi. Là, on a la meilleure selon les critères de ASAP. Ici, on a pris la meilleure sur toutes les partitions proposées. Et ben, en faisant ça, donc on a un comportement qui est relativement similaire à ASAP, sauf que finalement, sur le modèle de Joule, il est quand même un petit peu moins bon. Donc l'idée de prendre en compte les probabilités, hein, et bien finalement, ça a pas mal amélioré. Parce que la partie pente, c'était déjà dans la BGD. Les parties probabilités, ce n'était pas dans la BGD. Donc là, on a gagné en puissance sur les modèles de Joule. Le PTP, lui, il a tendance à surcouper. Donc vous voyez, quel que soit le nombre d'espèces, lui, il a l'air d'être toujours au-dessus, qu'on soit dans un modèle de radiation ou dans un modèle de Joule. Ceci dit, quand le nombre d'espèces devient très très grand, comme il surcoupe qu'un tout petit peu une fraction, finalement, l'erreur devient moins importante. Et GMYC, alors pour GMYC, comme vous l'a mentionné Nicolas, on a besoin de reconstruire un arbre. D'accord? Donc normalement, la méthode GMYC, on lui donne un alignement de séquence, on reconstruit un arbre ultramétrique et on lui donne à manger cet arbre ultramétrique. Nous, on a choisi de le mettre dans les meilleures conditions, c'est qu'on n'a pas reconstruit et réinféré un arbre à partir des séquences, on lui a donné le vrai arbre simulé. D'accord? Alors quand on lui donne le vrai arbre simulé, eh bien, dans le fond, il s'en sort pas mal. Parce que quand même, un des problèmes majeurs de GMYC, c'est qu'il faut avoir un bon arbre, faire une bonne inférence phylogénétique. Là, on a bypassé ce problème en se disant, admettons qu'on soit capable de le reconstruire parfaitement, et bien vous voyez qu'avec les radiations, il ne fait pas trop d'erreurs au début, et lui, à l'inverse, plus on a d'espèces, plus il va commencer à se tromper dans un modèle de radiation. Alors, notez que, comme vous l'avez peut-être dit Nicolas tout à l'heure, le GMYC, le Y vient de Joule. Hein, donc, c'est un modèle mixte coalescent Joule, Generalized Model Joule Coalescent. Alors, si je lui donne un modèle de Joule plus coalescent, qui est le modèle en fait qui est utilisé dans GMYC pour fabriquer des espèces, et bien là, et que je lui donne l'arbre vrai, et là, il est super bon. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour GMYC. Voilà, alors évidemment, en réalité, on n'a jamais le vrai arbre, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, mais on trouvait intéressant de les mettre dans les meilleures conditions pour le… Voilà. Je réinsiste sur le fait que le seul logiciel à qui on n'a pas aidé, c'est ASAP. ASAP, on lui a juste donné un alignement de séquence, on a récupéré la meilleure partition. Voilà, merci. Maintenant, je vais laisser passer je vais passer la parole à Nico pour la suite.
Très bien, merci Guillaume. Donc effectivement, on a aussi testé la méthode ASAP sur une série de jeux de données empiriques. On a choisi dans la littérature 10 jeux de données, donc à la fois des jeux de données qu'on connaît bien parce qu'on les a publiés nous-mêmes, notamment sur les gastéropodes marins, mais aussi d'autres jeux de données qui nous permettaient de tester la méthode sur des taxons très différents. Et on a aussi choisi des jeux de données de tailles différentes, donc ça allait de 5 espèces, 45 séquences pour le plus petit jeu de données, jusqu'à 643 espèces, 2574 séquences pour le plus grand. Donc les résultats sont dans ce tableau. Donc vous avez en ligne les différents jeux de données, donc 10 comme je vous le disais, le nombre de séquences dans chaque jeu de données et le nombre d'espèces. Et c'est ce nombre d'espèces-là, donc tel que publié dans l'article, qui va nous servir de référence. Donc on va considérer que c'est le bon nombre d'espèces, même si ce n'est pas forcément toujours le cas en fait, mais ça va être notre référence dans cette... Et donc on a fait tourner ASAP, mais aussi ABGD, PTP, MPTP, GMYC et MGMYC sur chacun de ces jeux de données. Et donc, on a dans ce tableau le nombre d'espèces trouvées par chacune des méthodes pour chaque jeu de données. Pour ASAP, on a mis dans la première colonne le nombre d'espèces trouvées par la partition dans la partition avec le meilleur score. Et sur la deuxième colonne, ici, vous avez le nombre d'espèces trouvées soit dans la première, soit dans la seconde partition avec le meilleur score, celle qui était le plus proche de la vérité, entre guillemets. Et donc ensuite ABGD, PTP, MPTP, GMYC et MGMYC. En rouge, vous avez les résultats dont le nombre d'espèces se rapproche du vrai nombre d'espèces, donc dont la différence est inférieure à 5%. Donc ça, c'est pour les cases en rouge. Et en orange, c'est quand la différence entre le nombre d'espèces trouvées par une méthode donnée et le vrai nombre d'espèces est inférieur ou égal à 10%. Donc les tendances qui se dégagent, c'est que ASAP fonctionne pas si mal que ça, à part effectivement pour le plus gros jeu de données. ABGD fonctionne aussi plutôt bien, voire même un peu mieux. PTP fonctionne soit très bien, soit pas bien du tout. MPTP, c'est à peine mieux, et JMYC fonctionne pas mal, mais en fait surtout pour les jeux de données de petite taille, beaucoup moins pour les jeux de données de grande taille. Et MGMYC fonctionne très mal, mais ça c'est quelque chose qui est bien connu dans la littérature. MGMYC a une fâcheuse tendance à inférer un nombre d'hypothèses d'espèces bien supérieur à ce qui est attendu par ailleurs avec une approche de taxonomie intégrative. Donc c'est souvent une méthode qui est critiquée et qui est d'ailleurs de moins en moins utilisée. Les gens se contentent maintenant de GMYC. L'objectif ici, c'était pas d'essayer de comprendre pourquoi telle ou telle méthode fonctionnait ou pas avec tel et tel jeu de données, simplement de montrer que ASAP faisait au moins aussi bien que les autres méthodes, en fonctionnant beaucoup plus rapidement que la plupart d'entre elles. Je vous l'avais dit tout à l'heure, PTP, GMYC fonctionnent avec un arbre phylogénétique et sur des méthodes qui prennent pas mal de temps. Sur des gros jeux de données, ça se compte en heures, voire plus. ASAP, on l'a testé avec un 11e jeu de données, donc c'est un jeu de données de séquences de papillons, Saturnidés et Sphingidés, qui est un des plus gros jeux de données Co1 curatés, nettoyés, disponibles, donc quasiment 10 000 séquences Co1, qu'on a fait tourner dans ASAP, et on a obtenu 2466 espèces pour le meilleur, la partition avec le score le plus élevé, 2067 avec le deuxième. C'est pas vraiment ce qui nous intéressait ici. Ce qui nous intéressait ici, c'est plutôt de montrer qu'avec un jeu de données de quasiment 10 000 séquences, ASAP avait simplement eu besoin de 6 minutes et 35 secondes sur la version web pour fournir les résultats. Donc c'est évidemment incomparable avec les autres méthodes PTP et GMYC, et ça reste le principal avantage de ces méthodes-là basées sur des distances génétiques. Et donc la version web d'ABGD accepte des jeux de données d'une taille de l'ordre de la dixième de millier de séquences, ce que, encore une fois, les autres méthodes ne peuvent pas faire. Donc voilà pour les tests sur les jeux de données empiriques. Pour conclure, quelques perspectives, qu'est-ce qui va arriver par la suite? La première chose, c'est que la méthode vient juste d'être publiée, donc on a encore bien évidemment très peu de recul, à part les quelques jeux de données sur lesquels on les a testés. Donc n'hésitez pas à utiliser cette méthode sur vos propres jeux de données et surtout à nous faire des retours. Donc ça va être difficile aujourd'hui de nous poser des questions en live, mais n'hésitez pas à nous envoyer des emails avec des questions et des commentaires si vous avez l'occasion de tester vous-même ASAP. Ce qu'on a également en perspective, c'est de développer au muséum, alors ça c'est en collaboration notamment avec Aurélien Miralles,
de développer une plateforme de taxonomie intégrative. En fait, on a déjà développé plusieurs outils, comme ABGD et ASAP qu'on vous a présenté pour définir des partitions d'espèces. Aurélien Miralles et ses collaborateurs avaient aussi récemment publié un article avec une méthode qui s'appelle LIMES, qui permet en fait de comparer ces différentes partitions et de savoir à quel point elles étaient congruentes ou non. Il y a quelques années, on avait aussi développé un petit outil qui permettait de visualiser sur un arbre phylogénétique, de mettre en face de chacune des branches des photos des organismes dans l'arbre phylogénétique. Et on voudrait compléter ça en visualisant également les partitions, un peu comme vous l'a montré tout à l'heure Guillaume, avec ces boîtes qui visualisent les espèces en face des branches d'un arbre phylogénétique. Donc on voudrait ajouter ça à cet outil qui s'appelle Pictree. Et donc l'idée, c'est d'intégrer ces différentes approches, définir les partitions, les comparer, les visualiser dans une plateforme de taxonomie intégrative. Donc c'est un projet qu'on vient juste de commencer. Dans les prochains mois ou dans l'année, on espère avoir une première version de cette plateforme. Et puis à moyen, long terme, on voudrait aussi adapter ASAP, enfin en tout cas les idées d'ABGD et d'ASAP, mais cette fois-ci avec du multilocus. Donc pour l'instant, ça n'existe pas. Hein. Si vous voulez délimiter des espèces avec un jeu de données multilocus, donc des jeux de données de grande taille en général, vous n'avez pas le choix. Les méthodes qui existent sont longues, basées sur une approche bayésienne. Les temps de calcul sont donc très longs et on aimerait bien proposer une méthode type ABGD-ASAP basée sur des distances, mais pour du multilocus. Donc voilà pour les perspectives à plus ou moins long terme. Voilà, on va s'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez tester ASAP, n'hésitez pas et n'hésitez surtout pas à nous faire des retours par email. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à bientôt.